Nous surprenons le boss du parti, quelques billets dans la main. En fait, attends. Quand il réalise qu'il est filmé, Bassov semble embarrassé. Difficile de savoir s'il ne distribue de l'argent que pour le bus, ou s'il motive ses troupes avec ses petites récompenses. Il y a 8 jours, la Russie retrouve ses couleurs d'antan. Fâché par la révolution de la place Maïdan, Vladimir Poutine envoie ses soldats prendre le contrôle de la Crimée. Une région ukrainienne, mais où la population est majoritairement russophone. Des hommes armés cagoulés bloquent les casernes, le port, les bâtiments administratifs. Suivis de près par des miliciens pro-russes, rassurés par leurs puissants voisins. Qui sont ces hommes? Pourquoi préfèrent-ils une invasion à une révolution? Nous arrivons aux portes de Sébastopol, lundi dans la nuit. Sur la route, plusieurs checkpoints tenus par des milices de civils. Les hommes fouillent les voitures et se méfient des caméras. Mais leur plus grande crainte, la guerre censée venir tout droit de Kiev. Nous ne contrôlons pas le trafic, nous sécurisons la ville. Vous connaissez la situation en Ukraine occidentale. Nous vérifions que des mercenaires n'arrivent pas dans la ville. Des mercenaires, pour l'instant, il n'y en a pas ici. Tout est calme. Pourtant, des hommes patrouillent dans le centre-ville. De simples citoyens, promettent-ils, inquiets de ce qu'ils ont vu à la télé. Pour eux, la révolte de la place Maïdan à Kiev, c'est un coup d'État. Et les révolutionnaires, des fascistes. S'il faut se battre, vous êtes prêts? Oui, c'est pour ça qu'on est là. On fait comme tout le monde, on défend notre ville. Nous sommes des citoyens et nous ne voulons pas vivre ce qui s'est passé ailleurs en Ukraine. Les fascistes ne passeront pas chez nous. Mais ce soir, pas plus de fascistes que de mercenaires. À la tête de la milice, Georgi Yobanov. Il patrouille depuis 4 jours. Les seuls dangers qu'il décèle, 2 hommes qui déambulent sur la place. L'un d'entre eux semble avoir trop bu, ce sera la seule animation de la soirée. Approchez-vous une seconde. Nous allons contrôler vos papiers. J'ai rien fait de mal, je marchais juste. Arrêtez de crier, s'il vous plaît. Pourquoi il me filme? Comportez-vous correctement. Est-ce que vous êtes de Sébastopol? Oui. Alors il faut bien vous comporter. C'est la culture de la ville. Comment une telle peur des soi-disant fascistes de l'ouest du pays s'est-elle répandue dans la région? La réponse est à chercher entre autres à la télévision. Ici, on préfère regarder les infos sur Russie 24 plutôt que sur les chaînes ukrainiennes. Et voici comment la révolution de la place Maïdan y est présentée. Les nationalistes de Kiev haïssent Sébastopol et ses habitants depuis des années. Ils souhaitent expulser la flotte russe de la mer Noire, mais aussi les habitants russophones de Sébastopol. Kiev présenté comme une menace, et le message est semble-t-il bien passé. Nous sommes devant une salle de sport de Sébastopol. À l'intérieur, une dizaine de jeunes suivent leur entraînement hebdomadaire. Au menu, de quoi fabriquer de vrais hommes de Crimée. Cordes, développé couché et bras de fer. Regarde, va le plus bas possible. Faut faire comme ça. Et après, tu remontes. Ah, ok, j'ai compris. Le professeur de muscles, c'est Georgi, le chef de la milice qui contrôle les hommes ivres la nuit. Continuez comme ça, les accélérations. Soyez prudents, c'est un exercice dangereux. Pour lui, aucun doute. La rupture entre l'Est et l'Ouest du pays est consommée. À l'ouest, ils parlent ukrainien ou hongrois, et je les respecte. Mais laissez-moi parler russe. Laissez mes enfants étudier en russe. Et qu'ils me laissent mes héros russes, mon histoire, ma culture. Et à ce moment-là, on pourra vivre en paix. Là, par exemple, est-ce qu'ici, parmi ces jeunes, il y en a certains qui sont peut-être pro-Maïdan ou... On va leur demander. Les gars, écoutez-moi. Qui veut rentrer dans l'Europe? Qui veut faire partie de l'Europe? Qui veut faire partie de l'Europe? Dimitri, tu veux, toi? N'aie pas peur. Résultat? Personne ne veut. Tout le monde veut bien y aller en avion, visiter, faire du tourisme, mais c'est tout. Les jeunes se taisent.
S'il y en a parmi eux qui soutiennent la révolution, ils ont bien compris qu'il valait mieux se faire discret. Le lendemain, nous avons rendez-vous dans la banlieue de Sébastopol. Sur la route, c'est désormais rituel. Toujours des barrages, drapeau russe au vent. Bonjour. Ouais, à Sébastopol, ouais. Il faut qu'on regarde le coffre, s'il vous plaît. Vas-y, c'est ouvert. Nous arrivons chez Inna Rybnikova. Elle est nourrice et s'occupe de 9 enfants. Elle a fait partie de la cinquantaine d'activistes qui a soutenu le mouvement de la place Maïdan depuis la Crimée. Elle est même partie quelques jours soutenir les révolutionnaires à Kiev. Aujourd'hui, tous ses camarades se taisent. Pas elle. J'en ai assez d'avoir peur. Quand je sors, mon mari a peur. Quand je suis allée à Maïdan, il avait l'impression que je partais à la guerre, que j'allais me faire tuer. Il m'a dit « Tu t'occupes de 9 enfants, je ne pourrai pas assumer seule. » Les troupes de Poutine l'inquiètent. Mais pire encore, l'image véhiculée par les médias russes. Vous n'avez pas l'air de fasciste. Tous les gens en Crimée disent que les pro-Maïdan sont des fascistes. J'ai pas l'impression d'être chez des fascistes. Oui, c'est la vérité. Les gens croient ce qu'ils veulent bien entendre. C'est ce qu'ils entendent à la télévision russe. Et ils refusent de voir la réalité. L'autre réalité. Au revoir. Ne nous laissez pas seuls avec Poutine. Mais pour l'instant, les pro-Maïdan sont seuls. Pas avec Poutine, avec ses plus fidèles alliés. Gennady Bassov est le leader du bloc russe, un parti radical qui milite pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Ils sont avec vous, les journalistes? C'est bon, ils sont avec nous. D'accord, on ne va pas se battre alors. Lui a vu l'arrivée des troupes du grand voisin comme une bénédiction. Il affirme qu'il dirige 4000 hommes, organisés en milices pour soutenir les soldats russes. Ceux-là campent devant l'entrée d'une caserne, dans laquelle 200 soldats ukrainiens sont bloqués depuis plusieurs jours. Chers amis, chers camarades, voilà la situation. Nous devons faire capituler les soldats ukrainiens pour qu'ils acceptent de quitter les casernes. À côté des miliciens, des soldats armés et le visage masqué. Faut pas filmer les militaires. Ah, on ne peut pas filmer les militaires. Tournez la caméra, s'il vous plaît. On peut pas filmer eux. On peut filmer. Non, ça ne sert à rien de les provoquer. La situation est déjà assez tendue comme ça. Bassov préfère l'image d'une milice citoyenne et spontanée à celle d'une invasion étrangère. Et d'ailleurs, sont-elles vraiment spontanées, ces milices? Nous surprenons le boss du parti, quelques billets dans la main. J'ai pas d'argent pour le bus. T'inquiète pas, je vais t'en donner un peu. En fait, attends. Quand il réalise qu'il est filmé, Bassov semble embarrassé. Difficile de savoir s'il ne distribue de l'argent que pour le bus, ou s'il motive ses troupes avec ses petites récompenses. Face caméra, en tout cas, il défend l'idée d'une mobilisation générale et désintéressée de la population. Une vision de la situation confirmée par le vote du Parlement local de Crimée. Avant-hier, à l'écrasante majorité, les députés ont voté pour le rattachement de la région à la Russie. Le lendemain même de son entrée au Parlement, une bagarre éclate dans l'hémicycle, un grand classique ukrainien. Le député boxeur reste à l'écart pour montrer ensuite tout son talent oratoire. L'opposition est dans la rue depuis 2 semaines pour chasser le président au pouvoir. Un président jugé trop proche de Moscou et qui laisse le pays s'éloigner de l'Europe. Et ils sont 3 à vouloir sa place. Mais il y en a un qui occupe le terrain constamment, qui parle toujours en premier, pendant que les autres l'écoutent sagement. Quelle injustice! Ce gouvernement a tué l'espoir. L'espoir de vivre mieux. De vivre dans un pays européen. L'espoir de réforme. Il s'appelle Vitali Klitschko, 42 ans, 2,02 m, 112 kg. Mais ce n'est pas grâce à ses mensurations avantageuses qu'il s'impose dans la rue. Klitschko est l'actuel champion du monde de boxe, catégorie poids lourd.
45 victoires, dont 41 par KO. Il est l'un des rares boxeurs à avoir gagné 3 couronnes mondiales. Et ses 2 familles, son petit frère Vladimir est aussi champion du monde de boxe. Klitschko, un nom symbole de réussite et de puissance qui attire les foules. On est avec vous, on ira jusqu'au bout avec vous. Mais vous devez nous dire quoi faire, et vous devez nous guider. Dites-nous ce qu'on doit faire. On va faire grève. On ne veut pas partir d'ici. Bien sûr que non, en aucun cas. On va rester ici. Il faut se battre et aller jusqu'au bout. Le héros du moment. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Klitschko a 2 fois déjà tenté de s'emparer de la mairie de Kiev, sans succès. Alors en 2010, il décide de jouer à fond sur son image. Il fonde son propre parti, Udar, coup de poing en ukrainien. Il se présente aux législatives de 2012 avec un clip de campagne à l'américaine. Le temps du coup de poing est arrivé. Et ça marche. Klitschko est élu député. Le lendemain même de son entrée au Parlement, une bagarre éclate dans l'hémicycle, un grand classique ukrainien. Le député boxeur reste à l'écart pour montrer ensuite tout son talent oratoire. Ce n'est que grâce à la force de la pensée que nous pourrons convaincre nos opposants. Voilà ce que nous pensons. L'homme est plus subtil qu'on pourrait le croire. On le surnomme Docteur Point de Fait. Place de l'Indépendance au cœur de Kiev, l'épicentre de la contestation. Les manifestants occupent le terrain, jour et nuit. Ils promettent qu'ils ne partiront que lorsque le gouvernement sera tombé. Les partisans de Klitschko sont là, évidemment. On est là pour la révolution et pour Klitschko. À 2 pas de là, la maison des syndicats, où Klitschko et les autres leaders de l'opposition organisent tous les jours des conférences de presse. Nous y retrouvons un ami et collègue de la star ukrainienne, Valérie Patskan, un grand fan lui aussi. Il ne fait pas ça pour de l'argent ou pour obtenir des postes importants. Il a déjà la gloire absolue. Il a la gloire qu'aucun homme politique ne peut dépasser. Il veut juste se rendre utile. Klitschko quitte la salle. Comme d'habitude, c'est lui qui attire les caméras. Comme d'habitude, c'est lui qui parle. Il veut se rendre utile. Il demande la démission du gouvernement. Si le Premier ministre s'excuse, s'il nous dit « Je suis désolé, nous avons fait des erreurs, je suis responsable de la situation économique du pays, je suis désolé de ce qui se passe dans la rue, je suis désolé d'avoir interrompu l'intégration européenne », alors ce serait une bonne façon pour le gouvernement de se retirer du pouvoir. Ce n'est pas une révolution, mais un mouvement pacifique. Les gens sont dans la rue pour dire ceci. Nous voulons vivre dans un pays avec des règles, dans un pays qui a un avenir. Pas encore une révolution donc. Et pour le moment, le gouvernement ne cède pas. Nous avons rendez-vous avec l'un de ses représentants près de la mairie occupée, le député Oleg Tsaryov, qui se méfie des manifestants. La rue n'est pas très sûre, on me connaît ici. Effectivement, l'interview à peine commencée, il est pris à partie. Honte au parti du pouvoir! Les cris de l'homme attirent de plus en plus de contestataires. Nous sommes obligés de partir sous les huées. Après nous être éloignés en voiture, le député peut enfin nous livrer le fond de sa pensée. Le boxeur n'est qu'une imposture. Il est artificiel. C'est un personnage inventé. Et comme tel, il semble parfait. C'est pour ça qu'il attire les gens. Mais ce n'est pas un homme d'État, un organisateur, une personne capable de travailler dur pour relever le niveau économique du pays. Un homme creux donc, qui ne ferait pas peur au gouvernement en place. Difficile à croire. Chaque jour, le boxeur révolutionnaire
prend de l'assurance et charme un peu plus la population, avec l'aide de sa femme et de son champion du monde de frère. Vitali et Vladimir Klitschko et Natalia Klitschko. On lutte pour des idées, pour la vérité. Eux, ils luttent pour l'argent. Et c'est pour ça que nous allons gagner. Parce que les idées sont plus fortes, plus libres. On ne nous brisera pas. Le monde entier nous regarde. Restons ici jusqu'au bout. Le chemin est encore très long et très incertain. Une chose est sûre, Vitali Klitschko veut devenir président de l'Ukraine aux élections de 2015, ou peut-être même avant, si la rue gagne son bras de fer avec le pouvoir actuel. Ne pas repartir les mains vides. C'est aussi ce que s'est dit le président avant de s'enfuir. La veille de son départ précipité pour la Russie, voilà à quoi son personnel était occupé. Sur ces images, des caméras de surveillance de sa résidence, on les voit empaqueter à la hâte des tableaux. Il y en aurait pour plus de 35 millions d'euros. Au bout de cette rue, la nouvelle attraction touristique ukrainienne. Nous sommes à une vingtaine de minutes de Kiev, la capitale, dans un lieu qui était, il y a 1 mois et demi à peine, complètement fermé au public. Derrière ces grilles se cache le palais de l'ex-président Yanukovych. Depuis sa fuite le 22 février dernier, ces 140 hectares d'opulence et de luxe sont devenus la destination numéro 1 des balades dominicales. Venez voir par ici. Regardez, regardez. Incroyable. Autour de nous, des familles, des gens ordinaires qui n'en reviennent pas. Tant de luxe, tant d'extravagance pour un seul homme. Dans ce temple de la démesure, on trouve une réserve naturelle, une mer intérieure et sa galère, et même un zoo rempli d'animaux, plus ou moins exotiques. Tiens, donne-lui, mais sois prudent. Officiellement, les bâtiments ne sont plus accessibles au public, mais moyennant 10 €, les plus curieux comme nous peuvent s'offrir un tour à l'intérieur. Vous êtes combien? On est 2. Le guide chargé de la visite s'appelle Petro. C'est l'un des premiers révolutionnaires à être entré ici après le départ précipité de Yanukovych. Il s'est donné une mission, protéger l'intégrité des lieux, sorte d'énormes pièces à conviction de la folie des grandeurs présidentielles. Regardez, ça c'est un certificat qu'il a reçu. C'est quelqu'un qui lui a offert une étoile. À l'intérieur, on en prend plein la vue. Cabine d'UV, salon de massage, terrain de tennis, ring de boxe et même une piste de bowling. La suite est tout aussi hallucinante. Dans le hall principal, c'est un déluge d'or, de cristal, un luxe tape à l'œil fait pour impressionner. Cette débauche de richesse interroge. Comment Yanukovych, au salaire mensuel estimé à 7 000 € par mois, a-t-il pu se payer un tel train de vie? C'est ce mystère qui alimente la colère du peuple depuis 6 mois. Au détour d'un couloir, quelques indices prouvent d'ailleurs que l'ancien chef d'État avait sûrement des choses à cacher, voire des péchés à confesser. Vous voulez un souvenir? C'est les cartes de visite de Yanukovych. Allez, je vous en signe une. Ne pas repartir les mains vides. C'est aussi ce que s'est dit le président avant de s'enfuir. La veille de son départ précipité pour la Russie, voilà à quoi son personnel était occupé. Sur ces images, des caméras de surveillance de sa résidence, on les voit empaqueter à la hâte des tableaux, encore des tableaux, des amphores et des céramiques. Il y en aurait pour plus de 35 millions d'euros. Les trésors qu'il n'a pas eu le temps d'embarquer se trouvent ici, au Musée national de Kiev. La conservatrice y prépare une grande exposition. Quelle beauté! Ça, c'est son tableau le plus cher, 5,5 millions d'euros. Et vous voyez ici, c'est un vase de Picasso. Ça, c'est une peinture réalisée par une artiste ukrainienne, mais signée par Diego Maradona. Partout, on retrouve la mégalomanie et le goût pour ceux qui brillent de l'ex-chef de clan. Là, c'est toute l'équipe. C'est ceux qu'il faut mettre en prison tout de suite. La tête s'est décrochée. Toutes ces œuvres symbolisent à elles seules la corruption des élites économiques et dirigeantes en Ukraine.
Dans ce pays où le salaire moyen ne dépasse pas 200 € par mois, comment imaginer qu'une telle accumulation de richesses soit possible? Des éléments de réponse commencent à apparaître. Car derrière lui, Yanukovych n'a pas laissé que des preuves matérielles de sa cupidité. Des documents ont été retrouvés dans sa résidence et réunis sur ce site internet. Construit sur le modèle de Wikileaks, il répertorie l'intégralité des 200 classeurs d'archives top secrètes retrouvés chez lui. Petit à petit, les ficelles de la corruption apparaissent. Surfacturation systématique, appels d'offres truqués et versement de pots de vin. Autre révélation, Yanukovych surveillait étroitement l'opposition. Il dressait des listes d'ennemis du régime avec photos, dates de naissance et coordonnées téléphoniques. Sevgil Moussaeva y figurait certainement. Cette journaliste de 26 ans enquête depuis 3 ans sur les oligarques proches du pouvoir. Le 24 février dernier, elle a eu la surprise de sa vie. Une de mes sources dans cette entreprise m'a envoyé un texto pour me prévenir que son patron venait de licencier tous ses employés et qu'il était en train de partir avec tous ses dossiers et ses affaires. Elle se rend directement au parking de l'entreprise. Et là, elle découvre un trésor. Je cherchais simplement des documents. Et j'ai été submergée par l'émotion quand j'ai vu ça. J'étais choquée qu'ils aient pu laisser des choses aussi importantes dans des poubelles. 30 sacs poubelles remplis de documents confidentiels passés à la broyeuse. Des milliers de pages déchiquetées au contenu forcément explosif. De retour à son bureau, elle réalise l'immensité de la tâche à accomplir pour reconstituer ses archives. Ce qu'il y a dans ce sac est vraiment impossible à restaurer. Les documents ont été broyés en morceaux vraiment trop petits. Mais dans d'autres sacs, on a des morceaux plus grands et ça rend les choses plus faciles à assembler. Sevgil a mis en place un système qui repose sur des bénévoles. Tous les jours, ils sont des dizaines à venir ici, patiemment recoller les morceaux. Le plus frappant, c'est que toutes les couches de la société s'y retrouvent. Des retraités, des fonctionnaires, des mères de famille, et même leurs enfants comme Maxime aujourd'hui. Là, je colle des bandelettes. J'espère que l'ordinateur qui scanne ces feuilles va déchiffrer les documents. Et j'espère qu'il en sortira quelque chose d'utile pour l'Ukraine. Le procédé est laborieux. Ces petits bouts de papier doivent être collés à distance égale pour être ensuite scannés et assemblés par un logiciel spécial. Le processus devrait prendre plusieurs années. Mais cela n'altère pas la motivation de ces citoyens. Vous voyez, là, c'est écrit kilo. Et ici, pétrole. Je me sens comme une chercheuse d'or. Vous savez, lorsqu'on tamise le sable pour trouver une pépite, ces petits bouts valent de l'or. De l'or pour ces bénévoles, mais une bombe à retardement pour les anciennes élites dirigeantes. Il y a fort à parier que nombreux sont les oligarques qui tremblent à l'idée de voir les pièces du puzzle de la corruption assemblées. Surpris d'en avoir autant vu, nous repartons vers l'Ukraine. Et cette fois, le passage du checkpoint russe va être plus délicat qu'à l'aller. L'homme est soupçonneux, il ne comprend pas notre aller-retour. Est-ce que tu filmes? Est-ce que tu filmes? Une route de campagne tout au sud de l'Ukraine. Nous nous dirigeons vers la Crimée, occupée par la Russie depuis le 27 février dernier. En un mois, Moscou a fait de la presqu'île un territoire russe. Depuis, le sud de l'Ukraine vit dans la peur. Des fortifications improvisées ornent les routes. Des drapeaux ukrainiens réaffirment la nationalité du coin. Un Poutine casse-toi, l'Ukraine est unie, a été peint sur cette borne. Cette drôle de guerre inquiète Tetiana Oleksandrivna. Tchongar, sa commune, s'est transformée en zone de conflit. Là, ce sont nos soldats, ce sont les nôtres. C'est comme la guerre ici. Oui, c'est ça. 2 kilomètres plus loin, Madame le maire n'est plus chez elle.
Ici commence la nouvelle frontière avec la Fédération de Russie. Les drapeaux russes flottent au vent. Sur la carte, Tetiana ne peut que constater les dégâts. Voilà, tout ça c'est le territoire de ma commune de Tchongar. Et là, c'est la limite entre la région de Kherson au nord et la Crimée au sud. Et nous sommes ici, à cet endroit. Ils ne se sont pas contentés de la Crimée, alors ils ont pris un peu plus. Ils ont pris ce morceau ici en plus. Et peut-être par là aussi. Vous ne savez pas exactement ce qu'ils ont pris? Par là, on ne sait pas. On ne peut pas y aller. Première information, les forces russes ont avancé de 4 à 5 km au-delà de la Crimée, et ni les autorités ni les militaires ukrainiens n'ont essayé de les repousser. Le colonel Martchouk commande les gardes-frontières. C'est une nouvelle forteresse qu'il a désormais au quotidien en face de lui. À droite et à gauche, là-bas, ils ont creusé des tranchées. Dans les tranchées, ils ont mis des blindés. Et devant tout cela, ils ont mis des champs de mines. Vraiment, ils ont miné? C'est marqué miné en tout cas. Et croyez-moi, personne n'est allé vérifier. Et personne n'en a envie. Nous demandons au colonel si nous pouvons essayer de passer la frontière ici. Sa réponse est sans appel. Ils vont tout de suite vous casser la caméra et prendre les cassettes. Je ne vous conseille pas d'essayer. Nous voulons tout de même savoir à quoi ressemble la Crimée sous occupation russe. Nous allons donc tenter de passer à un autre poste frontière russe à une centaine de kilomètres de là. Le checkpoint nous surprend à un virage. Bonjour. S'il vous plaît, passeport, document. Ok. Cagoule, pas d'insigne sur les uniformes. Les deux hommes vérifient les papiers, mais décident de nous laisser passer. Ce n'est pas encore vraiment la Russie, car il nous aurait fallu un visa. Pourtant, à Armiansk, la première ville sur la carte, c'est clairement Moscou qui commande. Le drapeau russe flotte sur la rue centrale. Puis nous découvrons aux alentours de la ville l'ampleur de la présence militaire russe avec des armements lourds. Ici des lance-roquettes, plusieurs batteries des fameuses Katyusha. Là, un alignement de canons longue portée. Baisse. Encore plus près de la frontière, d'autres canons. Tous les engins sont pointés vers l'Ukraine. Et apparemment, cela ne dérange pas la population locale. C'est des gens bien qui sont là. La Crimée, c'est les Russes. Ça suffit les questions. Pourquoi autant de matériel offensif? Quelles sont les vraies intentions des Russes dans la région? Surpris d'en avoir autant vu, nous repartons vers l'Ukraine. Et cette fois, le passage du checkpoint russe va être plus délicat qu'à l'aller. Bonjour. Nous filmons aussi avec une caméra cachée. L'homme est soupçonneux, il ne comprend pas notre aller-retour. Tu passes ton passeport? Подойди на третий, пожалуйста. Что снимаете? Est-ce que tu filmes? Снимаете что? Est-ce que tu filmes? Le militaire prend la caméra, la suite de la scène continue avec celle qui est cachée. Là, on est mal. T'as vu filmer le gars? Une demi-heure va passer, puis les militaires nous rendent notre matériel et nous laissent repartir sans question ni explication. Ont-ils vu nos images? Nous ne le saurons pas. Côté ukrainien, nous apercevons ce qui doit être une ligne de défense, avec une pelleteuse en première ligne. Quelques kilomètres plus loin, deux blindés ukrainiens. Pas de quoi tenir face à l'armement lourd russe déployé en face. Le camp est tenu par un officier désabusé. Je suis réaliste, je pense que ça y est, la Crimée n'est plus ukrainienne. Pourquoi mettre des militaires alors si l'histoire est terminée? Comment vous dire exactement?
On est ici parce qu'on ne voudrait pas qu'ils aillent plus loin. Ici, c'est le seul coin pour remonter vers le nord. Et ça dépend d'un homme. De Vladimir Poutine. Oui, c'est ça. Si Poutine décidait d'utiliser ces canons, c'est ce village qui serait en première ligne, Piercho-Konstantinovka. 400 habitants, désormais inclus à la ligne de front. Notre caméra attire la curiosité de 3 hommes. Cette atmosphère guerrière n'est pas vraiment la leur. Tu vois où commence l'eau là-bas? Eh bien, c'était la frontière. Avant, bien avant, c'était l'Ukraine. Les Russes sont armés jusqu'aux dents. Et ils doivent aller, je pense, jusqu'à Odessa. Moi, j'ai reçu ma convocation pour l'armée ukrainienne, mais je n'irai pas. Aujourd'hui ukrainiens, ils seront peut-être russes demain si l'humeur de Moscou évolue. Ils ont bien compris que leur sort ne leur appartenait pas. On a des crétins qui ont rendu la Crimée à la Russie. Des crétins. Moi, nos élus, franchement, je te les rassemble, je balance 60 kilos de dynamite et je fais tout sauter. Jusqu'ici, personne ne s'est battu pour empêcher la prise de la Crimée. Ce village sera peut-être bientôt russe à son tour, si Vladimir Poutine le décide. Selon eux, il y aurait des snipers à l'extérieur. Au loin, nous entendons des tirs de mortier. Mais nous ne croisons aucun soldat ennemi. Impossible de savoir si c'est une vraie manœuvre militaire ou plutôt une opération de communication. Pour rejoindre le Donbass, nous atterrissons à Dniepopetrovsk. Sur le tarmac, des avions de chasse et des blindés légers. C'est la base arrière de l'armée ukrainienne. Alexei est notre chauffeur. Allez, on y va. Direction l'Est. Donetsk est à 350 km. Pour contourner la ville contrôlée par les rebelles pro-russes, nous suivons le seul itinéraire possible. Une route secondaire cabossée par le passage des blindés de l'armée ukrainienne. Au bout de 4 heures de route, nous apercevons les faubourgs de Donetsk et les premiers dégâts. Regarde ça, c'est l'usine de textile. L'obus a dû tomber à côté et a incendié le bâtiment. Enfin, nous arrivons à Donetsk, la capitale du Donbass, la première région industrielle d'Ukraine. Aujourd'hui, les magasins et les banques ne fonctionnent plus. Sur 1 million d'habitants, la moitié ont fui les bombardements quotidiens. Cette cité est aux mains des rebelles pro-russes, soutenus par Moscou. Ils ont même instauré leur propre république, la DNR, la République du peuple de Donetsk. Pour filmer, nous devons nous accréditer auprès du tout nouveau ministère de la Communication. C'est quoi? L'employé du ministère semble habitué au bombardement. Apparemment, ce sont des tirs de chez nous. Oui, ce sont nos hommes qui tirent. Ces hommes, justement, qui sont-ils? Ils tiennent la ville, lourdement armés. Beaucoup n'ont pas de signes distinctifs sur leurs uniformes. Mais il ne fait guère de doute qu'ils sont soutenus par Moscou. À entendre leur accent, beaucoup n'ont pas l'air d'être ukrainiens. Venez, il vaut mieux passer par là, car si ça bombarde, vous pourrez vous abriter derrière l'immeuble. L'homme qui nous guide s'appelle Prorok, un russe dont le pseudo signifie le prophète. Il dirige une petite unité combattante. Comme lui, entre 3 et 4 000 Russes sont venus faire la guerre dans le Donbass. Mais on trouve également d'autres nationalités plus surprenantes, des Serbes, des Espagnols, des Allemands et même des Français. Le prophète en a 4 sous ses ordres. Ah bah c'est parti, hein. On va filmer un peu les ravages de la junte de Kiev. On va montrer ça un peu aux Français. Ils ont entre 25 et 26 ans. 2 d'entre eux, Victor et Nicolas, sont d'anciens militaires. Les 2 autres se présentent comme des étudiants. Ils assurent qu'ils ont payé eux-mêmes leur voyage et que leur objectif est de soutenir par les armes, mais aussi avec une caméra, les populations civiles du Donbass. Ouais, bah, c'est les impacts
Des obus qui ont été balancés sur l'infrastructure derrière. C'est un crime qui se passe ici, c'est une guerre aussi. Il faut tout montrer dans cette guerre. Et moi, ce que je pense en France, c'est que les médias français font surtout de la propagande contre la Russie. Voilà pourquoi je trouve que c'est très important de montrer ce que nous, on montre. Difficile de comprendre les vraies motivations de ces 4 hommes. Ils sont ouvertement pro-Poutine et contre ce qu'ils appellent l'impérialisme occidental. Nous, c'est clairement, nous menons une lutte anti-impérialiste. Nous avons apporté un soutien à la Syrie de Bachar al-Assad. Nous militons clairement pour la Libye verte, c'est-à-dire les pro-kadhafistes, clairement. Et ici, nous venons soutenir les populations russophones du Donbass. C'est un combat géopolitique et politique également, clairement. En gros, une amitié affichée pour les dictateurs. Ils font partie d'un petit groupe d'extrême droite baptisé Unité continentale qui milite pour une alliance entre l'Europe et la Russie. Sur Internet, ils affichent leur soutien aux milices pro-russes et lancent, sur de la musique hollywoodienne, des appels à la mobilisation. Ceci est une guerre mondiale. Nous sommes dans la même tranchée. Du Donbass à la France, de Slaviansk à Paris. Combat global, unité continentale. Problème, sur le terrain, les Français ne semblent pas très à l'aise. Ils nous emmènent dans un immeuble touché par des éclats d'obus où ils veulent faire des images. Premier handicap, la langue. Nicolas, qui est d'origine serbe, fait de son mieux. Désolé, je ne comprends rien à ce que vous dites. Il faut parler en russe. Moi, je parle serbe, mais je parle mal le russe. C'est pas grave, bientôt vous parlerez le russe. Aucun des Français ne parle russe. Quant au prophète, leur commandant, il ne parle pas un mot de français. Au début, je ne comprenais rien à ce que disaient les Français, mais petit à petit, avec les gestes, on a réussi à communiquer. Ce qui nous unit, c'est qu'on trouve insupportable que l'armée ukrainienne tue des enfants et des femmes. Pas un problème donc pour le commandant, mais dans les faits, les Français restent à l'arrière, loin des lignes ennemies. Allez, on retourne à la base. Le lendemain, le commandant d'une autre brigade accepte de nous présenter des combattants étrangers. Asseyez-vous. Mais cette fois-ci, c'est sur le front. Il y a beaucoup de nationalités différentes dans notre brigade. Des Russes, des Ukrainiens, des Moldaves, des Ossètes, des Grecs, des Tatars. En tout 2000 hommes, la milice Vostok est la plus importante de tout le Donbass. 2 hommes nous attendent, ce sont des Espagnols. Bonjour messieurs, vous voulez bien parler à la télévision française ? Surprise, contrairement aux Français, ils se présentent comme des membres du Parti communiste espagnol. Mon nom c'est Rafa, mais mon surnom c'est Maki. C'est comme ça qu'on appelait les antifascistes pendant la guerre civile en Espagne. Et ça c'est le Che. C'est un exemple à suivre. Le Che a fait la même chose que nous, il s'est déplacé pour aider un autre peuple. C'est vraiment un exemple pour nous. Ce sont de bons combattants. Je n'ai rien à leur reprocher, ils sont courageux et ils sont doués. Malgré le bel enthousiasme du commandant, les combattants ne semblent pas vraiment utiles à la milice. Eux non plus ne parlent pas russe, ils ont un traducteur avec eux et ils n'ont reçu qu'une courte formation avant de partir au combat. Camarades, avant de mettre les balles dans le chargeur, il faut enlever la sécurité. Explique-leur bien ça. Mais alors, à quoi peuvent bien servir ces hommes mal entraînés qui ne parlent pas la langue? Peut-être sont-ils tout simplement de bons petits soldats de la propagande pro-russe. Le soir, à Donetsk, nous pouvons suivre une dernière fois les 4 combattants français en opération. Leur mission, patrouiller au plus près des lignes ukrainiennes. Selon eux, il y aurait des snipers à l'extérieur. Au loin, nous entendons des tirs de mortier. Mais nous ne croisons aucun soldat ennemi. Impossible de savoir si c'est une vraie manœuvre militaire ou plutôt une opération de communication. Retour à la base, les Français se sont fait peur. Et ce soir, ils nous donnent l'impression de ne pas savoir non plus ce qu'ils font ici. Bon, ça commence à devenir un peu plus sportif. On est quand même
une zone de conflit, on est dans une ville assiégée, on se fait bombarder tous les jours. Je pense que les prochains volontaires, ces Français qui arriveront ici, il faudra qu'ils s'accrochent 2 fois plus que nous encore. Leur prochain objectif, faire venir dans la région d'autres volontaires français, au moins une vingtaine, disent-ils. Là encore, impossible de vérifier s'ils disent vrai.